La décision de justice a été compromise, donc il ne pouvait pas rendre une décision basée uniquement sur les preuves. Il devait être prudent, car rendre une décision basée sur des preuves publiquement disponibles aurait pu entraîner des réactions négatives. Par exemple, Zelensky a dissous la Cour constitutionnelle parce qu'il était en désaccord avec ses décisions. Il est même allé jusqu'à kidnapper un juge en Moldavie pour avoir rendu des décisions qui lui déplaisaient. Ces manifestations à Maïdan, alors pourquoi en parler? Eh bien, puisque ces manifestations, donc, qui ont eu lieu en 2014 à Maïdan, ont fait l'objet d'énormément d'interprétations différentes et surtout, elles ont conditionné tout ce que nous avons vécu depuis 10 ans, et notamment la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a commencé en 2022. Donc voilà, c'est extrêmement important de revenir là-dessus puisque elles ont vraiment impacté la politique européenne depuis 12 ans maintenant. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons un invité exceptionnel, un invité qui fait l'objet d'énormément de pression et de calomnie depuis quelques années pour ses travaux justement sur ce sujet des manifestations à Maïdan. C'est Ivan Katchanovski. Vous êtes professeur, vous êtes ukraino-canadien, vous enseignez à l'école d'études politiques à l'école supérieure des affaires publiques et internationales de l'université d'Ottawa au Canada. Vous avez été chercheur, professeur à l'université d'Harvard, à l'université d'État de New York, à Potsdam, à Toronto, et vous avez écrit Le massacre de Maïdan en Ukraine, qui est un livre qui a été traduit en français par les éditions Perspectives Libres et préfacé dans sa version française par Jacques Sapir, où vous revenez en fait, c'est le premier ouvrage universitaire sur la question des manifestations de Maïdan qui ont donné lieu à énormément d'interprétations différentes, à des narratifs occidentaux qui ont assez peu de rapport avec la réalité. Ma première question, ce serait peut-être d'abord comment est-ce que vous vous êtes intéressé comment et pourquoi vous êtes intéressé à ces manifestations de Maïdan, pardon. C'est un événement très important dans l'histoire ukrainienne, la politique ukrainienne et les conflits. Je me spécialise dans la recherche sur les conflits et la politique en Ukraine, puisque j'ai rédigé ma thèse de doctorat sur ce sujet aux États-Unis. Il était donc naturel pour moi de suivre ces événements au fur et à mesure qu'ils se déroulaient. J'ai regardé ce massacre en direct quand il s'est produit. Alors c'est vraiment extrêmement vraiment intéressant votre livre puisque donc on apprend donc que finalement, alors on va revenir en détail sur toutes ces manifestations, puisque ces manifestations, elles durent sur plusieurs mois, mais disons les événements auxquels vous vous intéressez spécialement sont les journées du 18 au 20 février 2014. C'est le moment où ces manifestations culminent, où il y a des morts et des blessés sur la place à Kiev. Et qui donne lieu ensuite en fait, au départ du président Yanukovych. Donc peut-être que vous pouvez d'abord nous présenter, si vous voulez, la situation de l'Ukraine avant ces manifestations du 18 et 20 février et ce qu'elles vont, on va rester d'abord en surface, ce qu'elles vont occasionner par la suite pour l'histoire de l'Ukraine, pour que les auditeurs de Tocsin aient bien le contexte de ce qui va se passer, de ce dont on va parler aujourd'hui. Je pense que l'Ukraine se trouve actuellement dans une situation très difficile, en pleine guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cette guerre n'est pas seulement une guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi une guerre par procuration entre l'Occident et la Russie. Il y a encore des épisodes de guerre civile en cours dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Je viens justement de publier un livre sur ce sujet intitulé La guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses origines. J'examine cette guerre et ses origines. Dans ce livre, le massacre de Maïdan joue un rôle très important, car d'après mes recherches, ce massacre, qui a eu lieu à Kiev en 2014, a finalement conduit à des conflits entre la Russie et l'Occident, entre l'Ukraine et la Russie, mais aussi au sein même de l'Ukraine. Les régions russophones de Crimée et du Donbass ont commencé à soutenir la Russie et à souhaiter rejoindre la Russie, comme l'indiquaient les sondages d'opinion. Cela a donc conduit à la guerre dans le Donbass et à l'annexion de la Crimée par la Russie, que la Russie a ensuite fait dégénérer de manière dramatique en 2022.
C'est ce qui a mené à la situation actuelle, où l'Ukraine est toujours en guerre. Il est donc, je pense, très important de comprendre les origines de cette guerre, mais aussi la nature de ce conflit. Absolument, c'est fondamental, mais ce sur quoi je voulais insister, c'était la situation de l'Ukraine juste avant le massacre. Pourquoi, en fait, il y a eu ces manifestations d'opposition au pouvoir en 2014 en Ukraine, et puis l'élection aussi, sur laquelle vous pouvez revenir, du président Yanukovych, qui est en fait la principale victime de ces manifestations, puisque c'est ce président qui a été poussé à la sortie suite à ces manifestations et au massacre que les médias occidentaux lui ont imputé dans un premier temps. Oui, tout a commencé avec des manifestations de masse contre Yanukovych et contre la décision de son gouvernement de suspendre la signature de l'accord d'association et de libre-échange avec l'Union européenne en novembre 2013. Cette décision de Yanukovych, motivée par des raisons politiques, mais aussi géopolitiques, en raison des pressions venues de Russie, a conduit à des manifestations de masse à Kiev, la capitale de l'Ukraine. Ces manifestations ont très rapidement dégénéré en affrontements violents avec la police. Ces affrontements se sont poursuivis pendant longtemps et ont abouti à ce massacre, qui a finalement eu lieu du 18 au 20 février 2014. Mais les violences avaient commencé avant, et d'après mes recherches, ainsi que les différents éléments de preuve que j'ai examinés, ces violences provenaient de l'opposition. Une partie de cette opposition était très fortement dominée par des éléments d'extrême droite, en particulier des néo-nazis, qui ont ensuite rejoint et formé le très célèbre bataillon Azov, devenu depuis les brigades Azov, et aujourd'hui des unités encore plus importantes. À l'époque de Maïdan, ils étaient très peu nombreux, mais très actifs et très violents. Ils se sont affrontés avec la police lors des manifestations qui ont eu lieu à Kiev, mais aussi dans d'autres villes, y compris dans l'ouest de l'Ukraine. Oui, alors justement, ce qui est au cœur de votre travail, alors je précise que c'est un travail universitaire qui se base sur des milliers de documents, des milliers d'heures de vidéos, puisque vous faites des reconstitutions, enfin, vous vous appuyez sur des reconstitutions vidéo des événements, vous vous appuyez également sur des témoignages de snipers, puisqu'en fait, ce qui est au cœur de votre travail, c'est aussi ces snipers, ces tireurs d'élite donc, qui ont été autour de la place à Maïdan, qui ont d'abord été accusés, puisqu'en fait, cette manifestation du 18 et 20 février a fait près de 50 morts. Et en fait, les médias occidentaux ont très rapidement accusé le pouvoir en place du président Yanukovych d'avoir été responsable de ces morts. Or, ces snipers, vous allez vous le prouver avec des éléments extrêmement tangibles, et y compris des témoignages de médias occidentaux. En fait, ces snipers n'étaient pas du tout recrutés par le pouvoir, mais au contraire par certains mouvements de l'opposition, donc du mouvement Maïdan, qui était cette opposition au pouvoir. Alors, est-ce que vous pouvez revenir en détail, puisque là, en fait, c'est assez énorme, puisque cette mort et de ces manifestations, de ce massacre de Maïdan, que partent ensuite ce qui va se passer en Crimée, ce qui va se passer au Donbass et jusqu'à la guerre d'aujourd'hui. Et tout ça, en fait, on le montre, vous le montrez avec ce travail universitaire, part d'un mensonge, en tout cas d'une mauvaise version relayée par les médias occidentaux, à savoir que le pouvoir de Yanukovych avait massacré ces manifestants, ce qui était faux. Oui, cela repose sur un mensonge initial qui est à la base de ce conflit et qu'il est très important de comprendre. Ce mensonge aurait pu être dissipé et clarifié depuis longtemps. J'ai déjà publié 4 articles dans des revues à comité de lecture sur ce massacre. J'ai publié un ouvrage évalué par des pairs, qui est désormais également traduit en français. J'ai aussi donné diverses présentations et accordé de nombreuses interviews aux médias et sur les réseaux sociaux à ce sujet. Mes recherches, fondées sur des preuves accablantes, montrent très clairement que ce massacre a été perpétré avec la participation d'éléments de l'opposition de Maïdan, plus précisément d'éléments d'extrême droite opposés à Maïdan et ouvertement néo-nazis.
Ils ont notamment utilisé des tireurs d'élite qui se trouvaient dans des lieux contrôlés par l'opposition de Maïdan, comme l'hôtel Ukraina, contrôlé en particulier par le parti d'extrême droite Svoboda, le Parti de la liberté. Ces tireurs d'élite ont tué des militants de Maïdan, mais ils ont également tué des policiers. Le 20 février, 4 policiers ont été tués, ainsi que 49 militants de Maïdan. D'après les recherches que j'ai menées, dont les preuves sont également disponibles en ligne dans l'annexe vidéo, il est très clair que ce massacre a été commis spécifiquement pour renverser ou destituer Yanukovych et son gouvernement, en accusant à tort les forces gouvernementales, les tireurs d'élite du gouvernement ou l'unité de police appelée Berkut d'en être responsables. Les preuves sont très claires et je pense qu'il est très important de comprendre ce qui s'est réellement passé. Je présente ces preuves. Je présente même des vidéos de la télévision française qui montrent ces tireurs d'élite dans l'hôtel Ukraina. Il s'agit d'enregistrements de TF1, une des principales chaînes de télévision françaises, dans lesquels on voit des militants de Maïdan pointer du doigt des tireurs d'élite tirant depuis l'hôtel Ukraina, qui était contrôlé par le parti Svoboda, l'un des partis de l'opposition de Maïdan. Il était donc, je pense, très clair que ce massacre n'a pas été commis par les forces gouvernementales, mais en réalité par l'opposition de Maïdan, dans le but précis de faire porter la responsabilité aux forces gouvernementales. Je l'appelle le massacre sous faux drapeau de Maïdan. D'après mes recherches, les preuves comprennent les témoignages de la quasi-totalité des militants de Maïdan qui ont déclaré, dans le cadre de l'enquête sur le massacre de Maïdan, qu'ils se trouvaient à des endroits qui n'étaient pas contrôlés par les forces gouvernementales, mais par l'opposition de Maïdan, notamment l'hôtel Ukraina. Il y a également les examens balistiques et médico-légaux menés par des experts gouvernementaux dans le cadre de l'enquête sur le massacre de Maïdan, ainsi que les vidéos que j'ai toutes examinées. Il y a aussi plusieurs centaines de témoins qui ont signalé la présence de ces tireurs d'élite à l'hôtel Ukraina et dans d'autres lieux contrôlés par l'opposition de Maïdan. Est-ce que vous pouvez revenir aussi, Ivan Kachanovski, sur les témoignages des snipers eux-mêmes, puisque vous le relevez dans votre livre, 14 membres, alors c'est un peu particulier, vous peut-être nous expliquer en détail, mais 14 snipers autodésignés, donc c'est eux qui se sont déclarés snipers de Maïdan, ont témoigné aussi dans des médias et sur les réseaux sociaux de ce qu'ils avaient fait. Et puis, est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez parlé du mouvement Maïdan, est-ce que vous pouvez nous dire par qui exactement étaient recrutés ces snipers et qui en a tiré les frais? Vous avez parlé de Svoboda, qui est donc un parti d'extrême droite ukrainien. Est-ce qu'il y avait d'autres mouvements impliqués dans le recrutement de ces snipers? Il y a également eu des aveux de la part de 14 membres de groupes de tireurs d'élite de Maïdan qui ont témoigné sur les réseaux sociaux, mais aussi dans des documentaires produits et filmés par la télévision italienne, la télévision américaine et la télévision israélienne. L'un d'entre eux a également témoigné dans le cadre de l'enquête officielle ukrainienne sur le massacre de Maïdan. Et son témoignage a été diffusé sous forme d'enregistrement vidéo lors du procès du massacre de Maïdan à Kiev. Ces tireurs d'élite ont donc admis que ce massacre avait commencé par des tirs sur la police, effectués par des tireurs d'élite contrôlés par un groupe d'extrême droite. Il existe donc des aveux de membres de l'opposition de Maïdan spécifiquement liés au soi-disant secteur droit, une autre organisation d'extrême droite qui rassemble des nationalistes radicaux et dont le nom fait référence à Stepan Bandera. Bandera était un dirigeant très célèbre pendant la Seconde Guerre mondiale, impliqué dans le massacre de Polonais, de Juifs et d'Ukrainiens, et ayant collaboré avec l'Allemagne nazie. Cette organisation, le secteur droit, se présente comme son héritière. Ces tireurs d'élite étaient liés au secteur droit et au parti Svoboda. Ils se trouvaient au conservatoire de musique.
Certains d'entre eux ont ainsi reconnu publiquement avoir tiré sur des policiers et les avoir tués. L'un d'eux a été inculpé pour le meurtre d'un policier, mais aucune poursuite n'a été engagée. Ils ont été libérés et ont pu soit s'exiler à l'étranger, soit traverser librement la frontière ukrainienne. Aucune enquête n'a été menée contre les tireurs d'élite qui avaient reconnu avoir tué des policiers lors du massacre de Maïdan. Il existe également des témoignages de 7 tireurs d'élite géorgiens qui ont déclaré avoir été engagés par des membres de l'opposition de Maïdan, ainsi que par des membres de l'ancien gouvernement géorgien, dirigé par Mikhail Saakashvili, pour commettre ce massacre et tuer à la fois des militants de Maïdan et des policiers. Ils ont témoigné au sujet du même groupe de tireurs d'élite stationné à l'hôtel Ukraina. Ils ont déclaré avoir vu ces tireurs d'élite. Ils n'admettent pas avoir tiré eux-mêmes, mais ils ont affirmé en substance qu'ils faisaient partie des groupes de tireurs d'élite de Maïdan et que ce massacre avait été commis sur ordre des hauts dirigeants de l'opposition de Maïdan. Ils ont nommé certains des dirigeants de l'opposition de Maïdan, comme Parubi par exemple, qui appartenaient à l'époque à l'organisation d'autodéfense de Maïdan. Ils ont également cité d'autres dirigeants de l'opposition de Maïdan, notamment un futur président de l'Ukraine, ainsi que le président par intérim de l'Ukraine, Turchinov, mais aussi Avakov et Pachinsky, qui étaient eux aussi des dirigeants clés de l'opposition de Maïdan à l'époque. Ils dirigeaient alors le mouvement de protestation de Maïdan. Ils ont également cité Poroshenko, qui est devenu un autre président de l'Ukraine après le massacre de Maïdan. Ils ont donc cité toutes ces personnes, mais aucune enquête n'a été menée. En gros, les autorités ukrainiennes ont déclaré qu'il ne s'agissait pas de vraies personnes, mais d'acteurs engagés par la Russie pour répandre de fausses informations ou accuser à tort l'opposition de Maïdan. Pourtant, ces Géorgiens ont fourni toutes ces informations, leur vrai nom, des copies de leurs passeports, leurs documents. Ils ont également fourni les faux noms qu'ils avaient utilisés pour se rendre en Ukraine, leurs billets d'avion pour l'Ukraine, ainsi que d'autres informations qui auraient été très faciles à présenter et à vérifier. On ne parle que de Raphaël Glucksmann, candidat socialiste aux élections européennes. Et j'ai voulu creuser un peu la nouvelle coqueluche des médias qui nous invite à aller combattre tous en Ukraine, qui se donne bonne conscience en incitant les Français à déclarer la guerre à la Russie, qui n'est jamais contredit par les journalistes, est un homme qui a un passé. Et ce passé, il faut quand même le connaître. Il a été conseiller du président géorgien, oui, d'un président géorgien qui s'appelle Mikhail Saakashvili, pardonnez-moi, de 2004 à 2013, qui était un conseiller, un président corrompu, qui a dû fuir le pouvoir, mais Raphaël Glucksmann était son conseiller, avec des mesures loin d'être anodines. Abolition du salaire minimum, licenciement de 60 000 fonctionnaires, abaissement de l'impôt sur les sociétés de 20 à 15% et de l'impôt sur les dividendes. La Géorgie était considérée comme un État croupion américain avec beaucoup de ministres qui avaient d'ailleurs la double nationalité américaine. En vérité, Raphaël Glucksmann était l'homme, quelque part, qui était le libéral pro-américain en Géorgie. Et puis, Raphaël Glucksmann, il faut quand même le savoir, est devenu... le président géorgien est devenu ukrainien, oui. En fait, les Américains plaçaient leurs hommes ainsi. Il est devenu ukrainien. Et en 2015, il a été nommé gouverneur de l'oblast d'Odessa, l'un des plus corrompus d'Ukraine. Quant à notre cher Raphaël Glucksmann, il a participé, tiens, c'est curieux, dans les wagons des Américains peut-être, à la révolution de Maïdan en Ukraine, avec son ex-femme Eka Zgouladze, qui est devenue vice-ministre de l'Intérieur de l'Ukraine de 2014 à 2016. Alors,
on pourrait citer tous les écrits, je ne vais pas les citer, que j'ai retrouvés de Raphaël Glucksmann, mais qui était un avocat total des Américains, qui donc, en fait, en voulant entraîner la France dans un conflit contre la Russie, sert des intérêts américains, qui a été le compagnon de route de Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy qui a amené à la catastrophe Nicolas Sarkozy en Libye. Et si aujourd'hui le Sahel est gangréné par l'islamisme intégriste, par les fanatiques religieux, c'est parce que Bernard-Henri Lévy a joué les héros en Libye et a couvert l'intervention de Sarkozy en Libye. Bref, on le voit bien, Raphaël Glucksmann est le candidat de l'OTAN, est le candidat des va-t-en-guerre, est le candidat de Zelensky, et c'est extrêmement grave, car il participe de cette petite musique qui entraîne la France dans une impasse. Il est adulé par les médias qui nous entraînent aussi et entraînent le pouvoir dans cette impasse ukrainienne, dans cette guerre sans fin, dans cette tragédie. Tous ces gens utilisent en fait l'émotion pour entraîner à la mort les Ukrainiens. Ils ne vont pas combattre là-bas. Bernard-Henri Lévy et Raphaël Glucksmann ne vont pas combattre là-bas, non. Ils envoient les Ukrainiens combattre là-bas et ils utilisent les impôts des Français pour acheter des armes américaines, pour servir des intérêts américains. Ce matin, sur France Info, Raphaël Glucksmann faisait croire que l'armée russe était aux portes de la France. C'est un mensonge total. Raphaël Glucksmann nous expliquait que l'Ukraine était formidable car il votait la loi pour le mariage pour tous, le Parlement ukrainien. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est à supprimer les élections. Supprimer les élections législatives, supprimer l'élection présidentielle. Et que donc l'Ukraine, aujourd'hui, est un gouvernement encore plus autoritaire que le gouvernement russe. Bref, tout ça montre que la vérité est bien loin de l'image qui est donnée. Et je vous invite à faire savoir cette imposture totale qui place la France vraiment sur une pente extrêmement dangereuse. Vous le savez, j'ai renoncé à présenter une liste aux élections européennes parce que je crois que ma place est à l'Assemblée nationale. Et cela ne m'interdira pas de prendre la parole pendant cette campagne. En tout cas, je veux vous le dire, méfiez-vous de cette liste Glucksmann, adulée par les médias du système. Méfiez-vous de la liste de Mme Hayet, d'Emmanuel Macron. Il faut tout faire pour éviter qu'ils aient un score important, car ils mettent en danger la France. Ils tuent la France à petit feu en l'entraînant dans ce conflit fou en Ukraine. Et je le répète parce que je le répéterai toujours, il y a une voie de paix possible pour réconcilier les Ukrainiens et les Russes. Ce sont deux peuples qui ont vécu ensemble pendant 4 siècles. C'est quasiment une guerre civile. Et nous aurons le retrait des troupes russes si, bien sûr, nous démilitarisons l'Ukraine. Nous en faisons une zone neutre. C'était le plan de Jacques Chirac. Mais certes, ce n'était pas le plan des néoconservateurs américains. Ce n'était pas le plan de la CIA qui s'est implanté suite à la révolution de Maïdan, qui était présent en Géorgie. Ce n'était pas le plan de tous ces pions interchangeables qui sont passés de la Géorgie à l'Ukraine. Bref, j'espère qu'aux États-Unis, Trump remettra de l'ordre là-dedans. Et j'espère qu'en France, vous ne vous ferez pas abuser par le va-t-en-guerre Raphaël Glucksmann. François Hollande reconnaît le mensonge des accords de Minsk. Pas de paix dans le Donbass, non, c'était seulement gagner du temps pour que l'Ukraine, face à une guerre durable, puisse faire une guerre durable contre la Russie. Il avait été piégé par Vovan et Lexus, se faisant passer pour Petro Poroshenko. Oui, j'entends déjà des critiques, François Hollande s'est fait piéger. Moi, je vois surtout l'impossibilité en Europe de traiter ces questions. Parce que aux États-Unis, c'est beaucoup moins hypocrite. Victoria Nuland, celle qui a organisé le coup d'État de Maïdan et qui s'en est vantée. Et oui, Victoria Nuland, en 2016, se vante devant le Congrès américain de la manière dont Washington avait pris le contrôle total de l'Ukraine après le coup d'État de 2014. Elle a tout déballé sans honte. C'était la même qui avait expliqué, à l'aide d'un horrible gros mot, que l'Europe n'avait pas à se mêler de cette affaire. On sent que
les journalistes français sont très timides parce qu'ils pourraient interroger des témoins, notamment de Maïdan. Il y a un Français qui a participé à ce coup d'État contre un président légitime. Mais si, le candidat socialiste Raphaël Gluglu. C'est curieux, vous ne trouvez pas? Jamais un journaliste du service public, comme Léa Salamé, ne l'a interrogé, Gluglu, sur son passé un peu trouble. Il faut dire que Gluglu a débuté sa carrière comme conseiller de Saakashvili, le tyran géorgien, le mafieux géorgien. Le rôle de Gluglu, le débarbouiller pour le rendre sympathique aux yeux de la presse occidentale. Gluglu, bébé BHL. Et beau résultat, le peuple géorgien s'est soulevé contre le despote Saakashvili. La suite, eh bien, le géorgien a emmené Gluglu dans ses bagages à Kiev avec son épouse. Vous ne connaissez pas Eka, la première épouse de Gluglu? Elle était sous-ministre de l'Intérieur en Géorgie. Ah, elle est jolie et sexy, hein. Histoire de faire oublier les arrestations arbitraires des membres de l'opposition. Et chose extraordinaire, après Maïdan, Gluglu a organisé la révolte contre un président légitime, on sait pour qui il travaillait. Elle fut nommée, donc récompensée. Elle devint de nouveau sous-ministre de l'Intérieur d'Ukraine. Ah, la police sexy, c'était la police selfie. On prenait des selfies avec les policiers ukrainiens, pendant que Poroshenko, avec la vraie police, traquait les russophones. C'est documenté par Amnesty International. Aux États-Unis, l'Ukraine, le scandale Burisma. Vous vous rappelez, le fils de Joe Biden, Hunter, avait un emploi complètement bidon, mais grassement rémunéré dans une société ukrainienne, Burisma. Un procureur ukrainien fut chargé de lutter contre cette corruption. Il mit le scandale à jour. Joe Biden intervint et obtint la peau du procureur. Plus tard, l'ordinateur de Hunter Biden révéla d'autres scandales, notamment sexuels. La presse mondiale, vous la connaissez, elle étouffa l'affaire pour éviter de mettre en danger le vieux Joe. Et l'Ukraine d'aujourd'hui, un homme venait de sortir d'un magasin à Kiev lorsqu'il fut immédiatement saisi par des agents de recrutement. Sa famille ne reverra jamais ses pommes. Il est certainement aujourd'hui en train de se battre sur le front. Vous voyez où je veux en venir. Dans la presse, on a besoin de débats, de contradictions, afin d'éviter la vérité officielle, la propagande, et cet air insupportable qu'on entend sur LCU ou sur les autres chaînes d'information. Les méchants russes contre les gentils ukrainiens. C'est un cas école, vous allez comprendre pourquoi. Des drones qui tombent en Estonie, en Lituanie, en Lettonie, et maintenant en Finlande. Et là c'est pas dans les pays baltes, mais hier c'est sorti, c'était en Roumanie. Il y a même un avion de l'OTAN qui abat un drone dans les pays baltes. Les parlementaires lituaniens qui filent dans les abris. La première ministre lettonne qui démissionne. Et on te vend ça comme l'ours russe qui rôde aux portes de l'Europe. Attention. Sauf que ces drones, ils sont ukrainiens. C'est pas présumé ukrainien, non, ils sont ukrainiens. Il y a des débris qui ont été analysés. Le ministre ukrainien a même présenté ses excuses à l'Estonie, par exemple. Ils sont 100% ukrainiens. Il n'y en a pas un seul qui est russe, rien du tout. Alors évidemment, il faut bien que ça reste la faute de Poutine et des Russes. Donc on invente la pirouette. La Russie détournerait les drones ukrainiens avec sa guerre électronique. C'est ce qu'on peut lire dans les médias. Puis j'invente rien. Mais je ne sais pas si tu comprends quand même le tour de passe-passe. Des armes ukrainiennes tirées par l'Ukraine vers la Russie. Mais c'est la Russie qui les fait tomber sur l'OTAN. Et on a une personnalité ukrainienne qui s'excuse. Et le pire, c'est que si tu dis tout haut que ces drones sont ukrainiens alors que c'est reconnu par l'Ukraine, on te traite de relais de la désinformation. Le massacre de Maïdan vous intéresse? Je vous mets un lien en description. Le massacre de Maïdan, aux sources du conflit russo-ukrainien de Jacques Sapir.